Alors dans ce Tech Talk, on va parler de l'exigence de sobriété numérique et des innovations dites green avec Clément David, cofondateur de Paddock, qui est un concepteur d'infrastructures cloud pour les entreprises de toute taille, et Élodie Grimoin, cofondatrice, directrice générale d'Urban Canopy, qui vient d'être sélectionnée parmi les 20 startups du programme d'avenir French Tech Green 20 du ministère de la Transition écologique et du secrétariat d'État chargé à la transition numérique. Également avec nous en visio, Sylvain Lefalaire, cofondateur d'une autre start-up lauréate French Tech Green 20, Hello Watt. Alors, on va commencer ensemble, tiens, Clément David, parce que le cloud est quand même au cœur de toutes les discussions. Quand on parle de pollution numérique, ils sont pratiquement les premiers qu'on va montrer du doigt avec leurs data centers qui consomment énormément d'énergie. Est-ce qu'on peut travailler dans le cloud et dire qu'on travaille sur la sobriété numérique ? Alors, c'est même une alternative très intéressante. Pourquoi ? Parce que, alors, on va évoquer plein de sujets ce matin sur la pollution liée à l'IT, mais c'est vrai que le cloud est en soi déjà, quand on est obligé d'utiliser des data centers, et aujourd'hui, en fait, on n'a plus le choix, on va utiliser des données pour les sites internet, pour les applications, pour les objets connectés. En fait, de toute façon, il faut bien que ces données soient stockées quelque part. Déjà, moi, j'ai une première question. Dites-moi. Est-ce que le fait de stocker les données non plus au niveau local, mais de les mettre dans le cloud, ça a un effet positif ou négatif là, sur la consommation énergétique ? En fait, l'intérêt, c'est qu'on n'a plus son propre data center. Donc en fait, déjà, les ressources sont mutualisées, ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir chaque entreprise qui va acheter ses racks, qui va acheter ses serveurs, qui va elle-même les gérer, etc., ce qui multiplie les coûts, là, on mutualise. Il y a un deuxième élément qui est le métier d'AWS, le métier d'OVH, de Google, en fait, c'est d'optimiser ses coûts pour optimiser la marge. Donc en fait, on sait qu'aujourd'hui, AWS ou OVH, leur data center, ils coûtent à la planète, entre guillemets, en termes de consommation d'électricité, 3 fois moins que si chaque entreprise avait le sien, parce qu'ils ont un savoir-faire et un temps, une compétence dédiée à cette optimisation qui est beaucoup plus importante que l'entreprise lambda. Donc en fait, aujourd'hui, si on veut consommer moins, on consomme beaucoup moins d'électricité en la mettant dans le cloud que si on a son propre data center. Et il y a un deuxième élément qui est, dans le cloud, au lieu d'avoir un data center qu'on entretient toute l'année, on paye ce qu'on consomme. Donc en fait, il y a plein de manières en plus d'optimiser ça, on pourra en parler. Mais quand on met ces datas dans le cloud et qu'on les utilise dans le cloud, on est déjà forcément mécaniquement plus performant en termes d'émissions de CO2 que si on a son propre data center tout le temps. Bon, et puis on va voir que c'est quand même toute une chaîne aussi sur laquelle il faut travailler. Avant, je voudrais demander à Élodie Grimoin, donc félicitations déjà pour cette sélection dans le Green 20, de nous parler d'Urban Canopy. Alors pourquoi votre concept, votre start-up a tapé dans l'œil des ministres ? Alors nous, notre solution, donc Urban Canopy, le but c'est de rafraîchir la ville par le végétal. Et donc c'est un projet issu de la recherche publique. Donc en fait, le projet est né dans l'école des ponts et chaussées, qui travaille justement sur les structures légères et modulaires. Donc c'est né vraiment dans les laboratoires de l'école des ponts. Et donc ils faisaient de grandes structures légères. Et un jour, un des chercheurs s'est dit, mais pourquoi ne pas se servir de ces structures pour greffer du verre dans la ville et ainsi lutter contre les îlots de chaleur urbains. Donc Urban Canopy est né comme ça. Et donc justement, le groupe de chercheurs à l'origine est maintenant actionnaire de la société. Donc on a développé cette idée en se disant, mais comment végétaliser la ville ? Partout, justement, on n'a pas de solution. Parce que la ville aujourd'hui, elle est dense. Plantons des arbres. C'est ça, on peut très bien se dire, plantons des arbres. Donc moi, je suis ingénieur agro de formation. Donc si on peut planter des arbres, plantons des arbres. Mais justement, aujourd'hui, dans la ville qui est dense, qui est minérale, il y a du béton, il y a des parkings souterrains, des problématiques de charge. On ne peut pas enlever le minéral, on ne peut pas creuser, on ne peut pas mettre de pleine terre partout. Donc malheureusement, on n'a pas de place pour développer le végétal en ville. Et donc nos solutions permettent justement un support, permettent au végétal de se développer avec un minimum d'encombrement urbain. Donc le premier modèle qu'on a développé, de type mobilier urbain végétalisé, qu'on appelle Corolle, c'est 1 mètre seulement d'emprise au sol pour 50 mètres carrés de surface végétalisée. Donc ils font de l'ombrage, évapotranspiration, albédo. Et on travaille sur de la R&D pour végétaliser maintenant les toitures et les façades, parce que bien sûr, on parle d'encombrement urbain, donc c'est pas au sol que ça va se passer, mais en hauteur sur toutes les surfaces disponibles, toiture, façade. Donc du végétal hors sol. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez été sélectionné donc, parmi les 200 candidats ? C'est ça, il y a eu 200 candidatures. Parce que là, je n'ai pas entendu parler de technologie pour l'instant. Oui, alors justement, le côté tech, nous, il y a de 2 façons différentes. Il y a déjà la tech, tout ce qui est la tech issue des labos de l'école des ponts sur les structures légères et modulaires, où on a 2 brevets là-dessus. Un sur des noix de connexion pour avoir justement n'importe quelle forme désirée avec la même techno. Et un brevet avec l'école des ponts et chaussées justement sur ce déploiement structurel, sur ce maillage. Et un sur
sur la partie justement de l'IoT, sur le côté justement plus tech, Objet connecté. data, objet connecté, c'est que justement, si on veut que le végétal se développe, si on veut que le végétal soit en bonne santé, il faut l'arroser, il faut lui donner la bonne quantité d'eau quand il faut. Et donc, au niveau de nos structures, au niveau des pots, en fait, on a une réserve d'eau et on a un système de goutte à goutte avec un système d'irrigation intelligent piloté à distance. Donc, on a développé un algorithme d'irrigation. Vous avez des petits capteurs dans le substrat et suivant les datas pédoclimatiques, ça irrigue intelligemment le végétal suivant les besoins. Donc, quand on sera à hauteur, ce sera aussi beaucoup plus simple que d'aller arroser comme ça les plantes. Ce qui fait qu'on donne la bonne quantité d'eau quand il faut. Donc, on économise aussi la ressource, bien sûr, en eau. Et l'avantage des plantes grimpantes, c'est qu'il y a beaucoup de surface foliaire pour un minimum, justement, d'emprise. Donc d'un côté, on a la sobriété numérique et de l'autre côté, on a le numérique comme outil. C'est ça, c'est vraiment un moyen et non une fin. Donc on se sert de l'IoT. Alors je crois que c'est à peu près la même idée qui porte le projet de Sylvain Lefalleur de HelloWatt. Bonjour Sylvain. Donc HelloWatt, vous le présentez comme un conseiller énergie pour les particuliers, c'est ça ? Oui, tout à fait. On est le conseiller énergie des particuliers, donc une plateforme web qui permet de maîtriser ses consommations et ses factures d'énergie. On fait ça du coup de trois façons. Il y a un premier volet de solution qui permet de maîtriser le prix et la provenance de son énergie avec un comparateur, des achats groupés ou des solutions dédiées à l'énergie verte. D'autres solutions qui permettent de maîtriser sa consommation. Là, on parle de rénovation énergétique en lien avec les aides actuelles du gouvernement. Et le troisième volet qui permet d'installer des panneaux solaires chez soi pour devenir son propre producteur. Donc, d'un côté, réduction de la consommation et de l'autre, l'idée aussi c'est de consommer autrement. Est-ce que cette énergie différente, on va l'appeler l'énergie verte, elle coûte plus cher aujourd'hui ? Alors elle coûte un peu plus cher, effectivement, mais on constate en tout cas qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs qui choisissent justement de passer à l'énergie verte et de choisir un fournisseur d'énergie qui est peut-être un petit peu plus cher, mais qui reste aussi souvent moins cher que par exemple EDF, qui a les trois quarts encore des clients particuliers en électricité. Après, le grand enjeu sur la mission qui est celle d'HelloWatt, qui est de permettre aux particuliers de faire la transition énergétique de leur logement, ça va être de leur donner des outils pour qu'ils puissent reprendre le contrôle de leur consommation d'énergie. Et donc là, chaque utilisateur d'HelloWatt, il a accès en fait à des outils technologiques, donc une web app qui est fondée sur les données des compteurs communicants, les compteurs Linky et Gaspard. Et il y a des algorithmes d'analyse développés par la R&D d'HelloWatt pour en fait juste comprendre sa consommation, pour pouvoir l'analyser, se comparer à des logements similaires. Et s'il y a effectivement des surconsommations qui sont liées par exemple à une surconsommation de chauffage, d'avoir des solutions personnalisées, quantifiées pour pouvoir simplement corriger cela et réduire justement leur consommation et agir. C'est intéressant parce que c'est aussi l'idée, c'est qu'on ne peut pas travailler tout seul finalement sur cette sobriété numérique et cette éco-responsabilité. C'est vraiment toute une chaîne. Aujourd'hui, même un acteur de cloud a tout un écosystème qui dépend de lui. Oui, puis en fait, c'est très lié. Là, de toute façon, toutes les discussions qu'on va avoir dans l'avenir sur la sobriété numérique, ça va être lié à la donnée. C'est-à-dire qu'il y a vraiment deux grands pans dans la sobriété numérique. Il y a les terminaux d'un côté, les télés, les téléphones, tous les objets connectés. Donc là, il faut travailler sur l'éco-conception. Là, sur l'éco-conception, et puis là, il y a un côté de l'utilisateur, du consommateur aussi. Parce qu'aujourd'hui, on voit par exemple qu'avec la 5G, en fait, toutes les entreprises, beaucoup de consommateurs, beaucoup de particuliers vont changer toute leur flotte de téléphones pour passer à la 5G. Ouais. Ça va être une catastrophe. Ouais. D'un point de vue purement écologique. Et en fait, il y a toute la chaîne comme ça qui doit réaliser qu'en fait, que ce soit l'énergie pour produire l'électricité, pour produire donc les terminaux, ou l'énergie qu'il faut pour transférer de la donnée de partout, en fait, même si on ne le voit pas, même si on ne touche pas, en fait, ça a un impact et c'est ça qui fait en fait l'empreinte globale qui aujourd'hui représente à peu près 4% de la planète. Et pour l'utilisateur, c'est juste gérer de la décroissance en fait, c'est-à-dire acheter moins et consommer moins de données, ouais, c'est ça le seul choix qu'il a ? En fait, c'est un choix et c'est marrant parce que les entreprises et les consommateurs vont être à peu près face au même choix. C'est-à-dire, déjà, je réduis mes terminaux. En tant qu'utilisateur, oui, en fait, déjà, les objets connectés, il faut que je les choisisse. Parce que aujourd'hui, les frigos connectés, avoir un frigo connecté, avoir une montre Fitbit ou Apple Watch, etc., alors qu'en fait, une montre ancienne consommait beaucoup moins d'énergie à produire et à utiliser, etc., c'est un choix qui est un choix citoyen aussi. De la même manière, jouer toute la soirée à Fortnite ou à LoL, en fait, ça consomme de League of Legends, ça consomme de la donnée. Si à la place de lire un livre, j'en consomme pas, il y a des choix comme ça, que ce soit sur l'utilisation ou l'utilisation des terminaux, que les gens vont devoir faire, qui aujourd'hui
paradoxalement, alors que la génération des 15-35 ans est très sensibilisée sur l'écologie, va manger moins de viande, va acheter moins de vêtements, pour le coup, est beaucoup moins encore éduquée sur cette partie-là. Il y a un élément, par exemple, le Bitcoin, c'est 2 fois, en termes d'électricité, 2 fois la consommation de la Belgique. C'est une question qui peut s'appliquer pour tout, mais est-ce qu'à ce prix-là, l'humanité a vraiment besoin du Bitcoin ? C'est une question qu'il faut se poser à un moment, quoi. Moi, je suis alors là étonnée que ce soit un acteur du cloud qui pose cette question aujourd'hui. Ouais, mais parce qu'en fait, c'est une question, quand on parle de sobriété... Parce que c'est le cœur de votre activité, la donnée. Oui, mais en fait, la question, c'est comment est-ce qu'on le fait ? Je vous donne un exemple. En plus, c'est marrant, dans un de mes clients, c'est un producteur d'énergie verte qui s'appelle Equator. Ils nous ont demandé de mettre en place, ils sont dans le cloud, de mettre en place des choses pour que tous les serveurs sur lesquels les développeurs codent soient éteints la nuit. On économise 30%. Au contraire, quand vous voulez lancer des algorithmes que vous pouvez lancer n'importe quand de manière ponctuelle, choisissez plutôt de les lancer la nuit parce que l'empreinte carbone de l'électricité est plus faible. Le cloud, ça permet cette flexibilité. Je vous donne un autre exemple. Vous pouvez dire, je veux que mes données soient hébergées en France. Il y a un élément qui est, non seulement c'est plus proche de l'utilisateur, et par rapport à l'Irlande, aux États-Unis, elles prennent moins d'énergie pour arriver, mais le deuxième élément, c'est que, en fait, la France a un mix énergétique très, très intéressant d'un point de vue carbone, notamment grâce au nucléaire. Grâce au nucléaire, oui. La question, c'est... aujourd'hui, en termes d'empreinte carbone, si je dis à Amazon, à Google, qui a des serveurs en Belgique, mais qui va bientôt en avoir en France, à Microsoft, qui a des serveurs en France, je veux utiliser un data center français, en fait, on peut faire du cloud de manière intelligente pour développer son entreprise et en même temps se dire, je travaille mon empreinte carbone pour essayer d'avoir une consommation d'énergie et une empreinte carbone la plus optimisée possible. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et nous, nos clients aujourd'hui, nous le demandent beaucoup. Élodie Grémoy, j'ai envie de vous retourner aussi cette question parce que finalement, pour piloter l'ensemble de vos végétaux, on va dire, dans la ville, vous avez besoin de collecter des données en permanence, d'installer des capteurs, donc vous multipliez les objets connectés et la collecte de données. Comment est-ce que vous faites pour que ce soit compatible avec votre ambition d'être plus éco-responsable ? Alors, très bonne question. Donc, justement, nous, ce qu'on utilise, déjà, c'est de la basse fréquence. C'est Sigfox et LoRa. Ouais. Donc, c'est pas de la 4G, c'est pas de la 5G. Et puis, justement, au niveau des données, ce que tu dis, c'est très intéressant. Et justement, nous, on a un data center à côté de chez nous, à Champs-sur-Marne. Donc, nous, on est situé à Noisy-le-Grand, chez Céleste, donc, qui est un producteur de fibres, où, justement, ça a un data center écologique. Qu'est-ce que c'est un data center écologique ? C'est un refroidissement avec des tours. En fait, tous les étages du data center sont ajourés, ce qui fait qu'il y a une circulation optimale de l'air. Et ils utilisent aussi la production de chaleur pour alimenter les bureaux et le froid inversement. Donc il y a un label qui pourrait exister là-dessus ? Alors, data en tout cas, ils ont... il y a de toute façon, ils ont déposé un brevet sur le data center qui s'appelle Marilyn, justement, sur le c'est ça. Et puis, il y a toutes les associations, Greenpeace, etc., brandent et notent les data centers avec des études, etc. Ils sont très, très surveillés, justement, à cause de leur consommation. Et tous les services qui font appel, les YouTube, les Netflix, etc., sont aussi notés par ces organismes-là. Donc pour vous, c'était une préoccupation, vraiment. Pour nous, bien sûr, c'est une préoccupation. Pareil sur l'énergie aussi, d'avoir quelque chose de vert, même quand on roule, etc. D'être vraiment le plus bas carbone possible. C'est pas que dans la solution, c'est aussi dans la manière d'être qu'il faut aussi repenser les choses. Et justement, sur cette box qu'on appelait Sensopi pour l'irrigation pilotée à distance, là, on travaille justement sur un système d'irrigation passif pour justement être encore mieux en termes de bilan carbone. Alors, c'est-à-dire, précisez-nous. Alors aujourd'hui, en fait, pour irriguer intelligemment les plantes, en fait, on a une pompe. Donc, on a des capteurs, l'algorithme d'irrigation qui déclenche en fait une pompe pendant X minutes suivant le besoin hydrique du végétal. Le tout est alimenté par panneaux solaires et donc par batterie aussi. Donc, pour limiter, bien sûr, parce qu'on sait qu'une batterie, un panneau solaire, ça coûte aussi en termes de carbone. Oui. Donc, pour limiter tout ça, on développe un système d'irrigation passif où en fait, l'eau va se diffuser toute seule directement dans la terre par un système poreux, par capillarité, où en fait les racines par succion vont venir capter directement l'eau, ce qui fait qu'on n'a plus besoin de pompe, plus besoin de batterie, plus besoin de panneaux solaires. En gardant toujours une petite box Sensopi, mais juste pour récolter les datas, pour suivre, voir si tout se passe bien, et pour en donner toujours une alerte sur le niveau d'eau restant de la réserve. Voilà, donc c'est vraiment limiter au maximum l'utilisation des datas, enfin minimum de data possible. Donc on peut aussi limiter, mais voilà, toujours en ayant la tech comme moyen. Mais Sylvie, oui. Ouais, pardon. Sur la donnée, si je peux revenir sur cette question, ce qui est hyper important à donner, c'est
lesquels on va utiliser et qu'est-ce qu'on va en faire. C'est-à-dire qu'on est en train de développer un écosystème qui va nous permettre de consommer de la donnée de manière exponentielle. C'est-à-dire que la 5G, ça va aller beaucoup plus vite que la 4G. Là, le cloud par satellite, on en avait parlé sur ce plateau, ça va permettre aussi d'envoyer beaucoup plus de données beaucoup plus rapidement, d'augmenter la performance. On parle de edge computing, le fait que les serveurs soient beaucoup plus proches de l'endroit où ça va être consommé. Ouais. Et en fait, toute la question, c'est est-ce que ces données qui vont plus vite et qui ont, par exemple pour la 5G, une meilleure performance écologique, en fait, ça va simplement nous servir à en utiliser 10 fois plus. Et à ce moment-là, on a un problème. C'est-à-dire que SK Telecom, par exemple, qui est un opérateur coréen, qui est le plus gros opérateur coréen, ils sont passés à la 5G. Le nombre de données échangées sur le réseau a été multiplié par 3. Et en fait, toute la question, c'est de se dire, OK, la 5G va me permettre d'utiliser moins de données parce que c'est plus performant. En revanche, d'utiliser moins de données, le coût énergétique de la donnée sera moins important. Mais en revanche, la question, c'est si au lieu de regarder un film normalement, je regarde Emily in Paris en 4K sur Netflix et résultat, la donnée que je consomme, j'en consomme des fois plus, en fait, je vais aussi consommer plus d'énergie. Donc en fait, la question, c'est pas tellement... Il faut vraiment aussi pouvoir avoir la main là-dessus. On va faire réagir Sylvain Le Faller aussi, qui est avec nous en vision. On ne l'oublie pas, de HelloWatt. Alors vous, votre solution, elle est possible grâce à l'arrivée de données aussi, qui sont issues des capteurs, des compteurs communicants, notamment Linky et Gaspard pour le gaz et l'électricité. Pourtant, ils n'ont pas été très bien accueillis, ces nouveaux compteurs. Effectivement, alors c'est quand même une affirmation, je pense, à nuancer, parce qu'aujourd'hui, quand on propose à des particuliers de savoir s'ils veulent avoir un outil gratuit pour suivre leur consommation et la comprendre, la très très grande majorité dit oui et souhaite partager ces données pour avoir accès, pour pouvoir les voir, les visualiser, parce que c'est quelque chose qui effectivement est nouveau. On peut finalement voir sa consommation d'énergie, qui n'était pas le cas auparavant, et surtout comprendre d'où est-ce que ça vient, quels usages en fait génèrent cette consommation. Donc, dans l'ensemble, il y a effectivement eu des opposants pour des questions diverses, mais la grande majorité est quand même très positive par rapport à ces nouveaux usages. Pour rebondir aussi sur ce qui a été dit précédemment, nous on est dans un cas où justement, il y a de toute façon la finalité de ce qu'on fait, on utilise ces données, et c'est intéressant, l'installation du compteur Linky uniquement si ça permet aux particuliers de comprendre leur consommation et de faire des économies d'énergie avec ça. C'est des économies d'énergie qui peuvent être très importantes, puisque dans un logement d'un particulier, tout ce qui va être par exemple box internet, ça va être une consommation vraiment réduite par rapport à la consommation de chauffage, de l'eau chaude, qui vont représenter les 3/4 de la consommation d'énergie du logement. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on va travailler pour pouvoir réduire de façon importante les consommations. Et du coup, on est sur une question où en fait, souvent on oppose un peu écologie et confort, et dans notre cas, pas du tout en fait, parce que ce qu'on va pouvoir proposer, c'est des solutions pour faire cette transition de façon simple et rentable. Et donc, on peut avoir des solutions qui sont plus vertes, plus écologiques, et qui permettent également de gagner de l'argent. Et avec une offre, en tout cas, nous, ce qu'on propose, nous, pour tout type de travaux, de rénovation, d'installation de panneaux solaires ou de changement de fournisseur pour passer au vert, on va s'occuper de tout. Alors, parce que là, on voit donc il y a effectivement le Linky qui est arrivé et qui est un nouvel outil qui va permettre de travailler sur sa consommation d'énergie. Mais qu'est-ce qu'il faudrait encore développer ou débloquer, je ne sais pas, pour travailler davantage sérieusement sur nos dépenses énergétiques, selon vous, Sylvain Le Faller ? Alors du coup, donc ces compteurs, ils sont en cours de finalisation d'installation. Donc on a des compteurs Linky aujourd'hui dans plus de 80% des foyers. Donc ça se répand vraiment, ça devient généralisé. Ce qu'il faut faire, je pense, c'est justement ajouter des services, parce que l'enjeu pour nous, c'est de permettre aux particuliers de reprendre le contrôle et la compréhension de sa consommation d'énergie. Donc par exemple, on a un programme de R&D depuis des années qui permet de décomposer la courbe de charge, c'est-à-dire qu'on va utiliser les données détaillées de consommation pour estimer, détecter, mesurer votre consommation de chauffage et savoir s'il y a une surconsommation, par exemple, associée à votre chauffage. Donc comparer à des logements similaires et proposer des solutions qui soient quantifiées. Et donc en ajoutant ce type de service, c'est justement ce qui permet de faire parler ces données et de les utiliser à une finalité qui est je pense, essentielle aujourd'hui, le logement étant des gros émetteurs de CO2 dans l'empreinte carbone qu'on a pour chacun d'entre nous.
Alors, Élodie Grimoin, donc tous les deux, vous êtes dans ce Green Tech 20. Je ne sais pas Green Tech 20, c'est French Tech Green 20, ça s'appelle le programme. Est-ce que vous avez des engagements à tenir en matière de consommation énergétique ou de résultats d'efficacité environnementale? Alors, c'était plutôt sur justement les bienfaits de la solution, à la fois. Donc, bienfait de la solution, en quoi ça a un bénéfice pour la planète? Et est-ce que la solution est bien développée pour justement limiter au maximum justement cette dépense énergétique ou ces ressources naturelles? Donc, il n'y a pas d'engagement chiffré sur l'efficacité? On a dû fournir des chiffres, bien sûr, lors de cette candidature. Mais de l'autre côté, ce n'était pas forcément des objectifs à atteindre. C'était vraiment essayer au mieux de comprendre la solution avec des chiffres sans forcément avoir d'objectifs. Mais voilà, on en saura un peu plus bientôt, justement, là-dessus, aussi sur cet accompagnement, où vraiment l'idée... Parce que là, on est vraiment au top démarrage du programme. Le démarrage où voilà, ça va être un accompagnement sur 1 an qui va nous ouvrir pas mal de portes aussi sur l'international. Et c'est vraiment de permettre à ces petits champions d'être de plus gros champions et de devenir un peu les licornes vertes de la France. Donc on est très contents et on a hâte d'en savoir plus sur ce programme. Alors, on termine, on arrive pratiquement à la fin de ce débat avec cette question, Clément David. Est-ce qu'on peut créer des nouvelles applications, parce que là, c'est ce qui est en train de se faire, en étant le moins énergivore possible? De toute façon... Est-ce qu'il y a des solutions aujourd'hui qui sont proposées par les acteurs du numérique, de la tech, de la data comme vous? Bien sûr. De toute façon, déjà, t'expliquais tout à l'heure que certains data centers peuvent être utilisés qui sont entièrement green. Il faut savoir que même si on veut faire du cloud public, AWS, Google ont des data centers qui sont entièrement alimentés en énergie renouvelable. On peut aussi demander à être stocké dedans, etc. Et en fait, la vraie question, c'est sur le cloud, c'est comment est-ce que j'optimise mon utilisation. J'en parlais tout à l'heure. Et en fait, l'enjeu, c'est de se dire, moi, mon métier, en fait, c'est de porter des gens vers le cloud, mais c'est aussi de les aider à réduire leurs factures, à ce qui réduire en fait leurs coûts liés à leur trafic. Et donc, comment est-ce qu'on optimise ça? On optimise ça en essayant de faire en sorte qu'il y ait le moins de données gaspillées possible. Donc, en fait, de toute façon, le simple fait qu'à la fin du mois, en tant que client, tout ce que je vais avoir pris chez AWS, chez OVH, je vais recevoir la facture à la fin du mois. Mais en fait, ça pousse le client à, de toute façon, essayer d'optimiser sa consommation d'énergie. Donc, je veux dire, au-delà de tout ce qu'on a dit tout à l'heure, même mécaniquement, les gens y ont intérêt. La question, après, c'est de trouver les entreprises pour les accompagner et le faire correctement. Eh ben, si l'intérêt économique rejoint l'intérêt écologique, c'est parfait. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Sylvain Lefalleur, cofondateur de HelloWatt. Merci à Élodie Grimoin, cofondatrice, directrice générale d'Urban Canopy, et Clément David, cofondateur de Paddock. Alors, juste après la pause, on va s'intéresser encore aux startups avec les conseils de la coach.